permettez, ce qui me fait fuir ce genre de rencontres, c'est les contrefaçons de l'histoire. On lit l'histoire telle qu'elle s'est présentée. Je vous ai dit que la motion avait pour auteur le président Ngonjou et c'est lui-même qui nous avait invités parce qu'il n'avait pas grand monde pour pouvoir soutenir ce projet. Et qu'Obama et lui étaient unanimes quant au revu à l'orientation que les Blancs faisaient prendre à Léonba. Et je dis quelque part, je parle de Bru, mais moi je ne veux pas lui faire l'honneur de parler de lui quand on confecte l'histoire. On parle de lui que le Vanga, Luc Ivanga n'était pas grand-chose. Luc Ivanga n'était même pas présent ce soir-là. Parce que s'il avait été, pourquoi l'avoir pas arrêté? C'est ça que j'appelle les contrefaçons de l'histoire et c'est ça qui fait que le travail qu'on essaie de faire soit difficile. Ivanga n'était pas là. Et ce n'est pas l'UDSG qui était l'auteur du texte. Ce qu'il faut dire, c'est que l'UDSG était déjà en plein contre Léonba pour l'indépendance et que Ngonjou était également, comme républicain et démocrate, en plein accord avec Obama. Sinon, nous aurions été désentêtés pour aller nous réunir chez l'adversaire d'Obama. J'ai été même moi-même à Port-Gentil pendant la campagne du référendum de Gaulle pour aller contrer M. Dulos, qui voulait faire un petit travail autour du président Ngonjou. Nous étions en congrès de l'UDC à Oyem, Obama dit va là-bas. Je suis allé à Port-Gentil, travailler avec le président Ngonjou. Moi, Jean-Marc Ecor, je ne parle pas d'Ornadi, je ne parle pas des écrits de n'importe quel primitif. Je parle des écrits qui valent la peine d'être retenus, mon cher Ratanga. Oui, et c'est pour cela que... sur ce qui a été écrit. Alors, continuez. Parce que entre l'écrit et l'oralité, il y a souvent une barre. On peut reprocher à l'écrit certaines choses, mais on peut aussi reprocher à l'oralité certaines choses. Je n'y étais pas, monsieur y était. Je vous dis, je n'y étais pas. Je vous dis ce qui est écrit et qui reste dans les archives françaises. Maintenant qu'on les conteste, moi, ce n'est pas mon problème. Je dis simplement qu'il est écrit qu'ils se sont réunis à la Montagne Sainte chez... Ce qui est écrit hier, je n'étais pas. Oui, allez-y. Oui. Dans le domicile du président Ngonjou. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est écrit qu'ils étaient chez Luc Ivanga. Mais comment pensez-vous? Non, je vous dis ce qui est pas la écrit, peine de tarder là-dessus. Non, comment expliquez-vous que Luc Ivanga n'ait pas été arrêté? Ah si, tout justement, dans les travaux que j'ai, et que je vous ai confiés, monsieur, que vous avez lus, on dit tout justement qu'ils se sont réunis chez Luc Ivanga. Qu'ils ont pris la décision de poser le lendemain une motion de censure. Et que Ngonjou était absent. Et ce soir, Dieu me garde, j'allais au port parce qu'un parent passait, voyageait, et je suis tombé sur un monsieur qui a été sénateur du RPG, il s'appelle Medzo Abraham, et qui était gendarme de première classe, qui a assisté, qui était parmi les gens qui sont allés arrêter M. Ngonjou à 5 h du matin chez lui. Et il le disait encore ce soir, il était 11 pas ce soir, il était 11 h devant Barrier, premier qui est à l'Ambardé. Ils disent, nous lisons les livres, eux, ils sont des témoins. Donc il faudrait qu'à un certain moment, ce qui est écrit soit confronté avec ce que les autres disent pour retrouver la vérité. Vous voyez? Donc, je continue. Pour terminer ce qui est dit, puisque vous avez posé la question, et que le matin, il n'était pas, et qu'il était dans ses plantations, je crois, et le matin, ils sont allés, et Medzo, première classe, il a terminé comme sénateur du RPG. Il nous dit, nous sommes allés, nous l'avons pris, et nous l'avons amené, n'est-ce pas, au MPPM, c'est-à-dire, à l'époque, la gendarmerie se trouvait au camp général de Gaulle, où on l'a enfermé. Et qu'ils ont, le gars qui s'appelait M. Verrier, qui est allé avec eux, qui était leur chef, et qu'on l'a eu à arrêter. Sosasi Mawango, Léon Auger, mais celui qui me dit, moi j'aime pas. Sosasi Mawango, Léon Auger, Diaboueni,
de Lucky Vanguard et qu'ils ont été amenés là-bas. Et qu'il y avait un problème. L'Assemblée nationale devait se réunir, ils ne sont pas réunis. Léomba a dit que puisque vous ne vous réunissez pas, bon, il a supprimé, si vous voulez, l'Assemblée nationale et il y a eu une élection après qui s'est passée le 12 avril 1961. Moi, je ne sais pas, c'est ce qui est écrit. D'accord, on va donner la parole à... Écoutez. Maintenant, nous devons comparer. Je vous en Il y a prie. deux choses parce que je ne Nous sais pas. avons dit que nous considérions les écrits selon M. Ratanga, n'est-ce pas? Des écrits, moi, je Est-ce que mets les les personnes notes. dont il parle sont l'écrit? Oui, des écrits. D'accord. Est-ce que c'est écrit? Deuxièmement, permettez-moi, professeur, est-ce que ces notes-là coïncident avec les propos qu'il tient et ce qu'il vient de dire en donnant primauté aux écrits et en évoquant les propos que lui ont tenus des gendarmes? Deuxièmement, il parle du livre qu'il m'avait confié bien avant celui-ci. En le lui rendant, je me suis senti incapable de suivre un tel livre. Je vous l'ai rendu en vous disant, c'est à peine si vous ne dites pas que Léomba était Pongoué. Le Léomba qui nous avait sevré d'eau et d'électricité parce qu'il avait trouvé dans le quartier de glace des caca dans les urnes. Il faut quand même se prendre au sérieux. On va recadrer. Non, mais monsieur, je suis sérieux, c'est pas moi qui ai écrit. Non, s'il vous Vous plaît. nous racontez votre histoire, c'est très bien. Moi, je travaille sur les documents. Professeur, on va recadrer. On va recadrer. Si vous permettez, avant que vous passiez Moi, je n'étais pas là. la parole Je à vous donne Maître ce qui est écrit. Maïla, C'est tout. Et le livre va sortir. S'il vous plaît. Il nous faut la vider même d'abord, mentalité que nous maintenant. il nous faut vider, si vous permettez, vider cette question. Je ne pensais pas que la question Je n'étais pas. des conditions de l'arrestation du président Ngonjou allait intervenir si tôt dans le débat. En fait, alors, je voudrais recadrer un certain nombre de choses. Le travail de l'historien, je crois que c'est un travail de recoupement de l'information. C'est un travail critique et un travail de recoupement de l'information. Dans ce livre, il y a une chronologie de la crise qui va de septembre 1960 à février 1961, qui passe par toutes les étapes. Et il y a à la fois les notes personnelles du président Ngonjou que j'ai recoupées avec l'histoire officielle. Alors, il est clair que dans ce cadre-là, le président Ngonjou était un homme qui était préoccupé par le fonctionnement de l'Assemblée et de la violation de ce fonctionnement par le Premier ministre. Et donc, nous étions dans un régime parlementaire qui donnait la primauté, n'est-ce pas, au président Ngonjou, hiérarchiquement par rapport au Premier ministre. Alors, quelle est la phase qui précède l'arrestation? Mais c'est que le 4 novembre 1960, une nouvelle constitution est adoptée, elle est toujours parlementaire. Je parle sous le contrôle de M. le ministre Eko. Et donc, cette constitution adoptée, eh bien, le président Léomba se trouve insatisfait. Alors, il tente donc une manœuvre, un remaniement ministériel, mais ce remaniement ministériel doit être soumis au Parlement selon la règle constitutionnelle. Et il l'a pas fait. Alors, à partir de ce moment-là, Il enlève les 4 blancs. le 10 novembre, eh bien, M. Ngonjou introduit la motion de censure avec ses amis de l'UDSG, du Punga Si vous voulez être et département français, de la partie c'est pareil. des députés du BDG, pardon, qui avait suivi de le suivre. Il était tellement préoccupé à travailler à cette motion qu'on ne peut pas dire qu'il n'était pas lorsque les réunions se sont organisées. C'est cela que je voulais rectifier. Autrement dit, le président Ngonjou a travaillé sur cette motion avec ses amis sur toute la ligne. Il n'y a pas eu d'absence. Maintenant, les circonstances de l'arrestation, une fois tout cela est fait, où on va prendre un tel à tel endroit, un tel à tel endroit, ça c'est autre chose. Je pense qu'il est bon que nous suivions la chronologie de la crise telle qu'elle est relatée et qui concorde très bien avec ce qu'avait dit le ministre d'État Eko, puisque, avant de préfacer le livre, eh bien, il a regardé
Et s'il avait trouvé que cette version n'était pas conforme aux faits, le connaissant, je suis persuadé qu'il m'aurait dit non, Rupivia, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées et j'aurais rectifié. Dans l'état actuel, je pense qu'il nous faut prendre ce qui est indiqué dans le livre. Ainsi, vider donc cet aspect des choses, je veux donc donner la parole pour une question d'équilibre de la parole, parce que, Monsieur le ministre, vous n'avez pas encore parlé, alors je vous ai vu vouloir prendre la parole à tout moment, je vous laisse donc réagir. Et... Non, moi je suis content d'être là, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Vous savez, la connaissance, des fois, est référentielle. Donc, autour de cette table, je suis le moins bien placé pour parler du président Ndjidja Gondjo que je n'ai pas connu en tant que tel. La première fois que je l'ai aperçu, j'étais encore élève à l'école primaire. Il allait sur Mouila. La deuxième fois, j'étais au lycée. Je suis allé le voir parce que je voulais que Laurette m'accompagne à une émission de radio. C'était les 2 fois où j'ai eu le contact direct avec le président Ndjidja Gondjo. Mais il m'est arrivé de suivre l'homme, parce que curieux de tout, après son retour, de suivre l'homme quand j'ai créé la Société des Bois du Gabon, où il a officié à l'Obaé. J'ai dû voir les traces. Quand j'ai été président du Conseil économique et social, je sais que c'était un illustre dévancier. Mais ce que je voudrais souligner, ce qui est important, c'est d'abord de rendre hommage à l'initiative de la famille Gondjo, de rassembler tous ces matériaux qui ont permis au professeur Rupivia de nous restituer un Paul Ndjidja Gondjo presque contemporain qu'on aurait envie d'aller saluer à Montagne Sainte. Mais le débat politique, tel que l'a dit tout à l'heure Philippe Maury, c'est vrai que ceux qui ont été au Palais Bourbon, ceux qui ont été au Palais du Luxembourg ne pourraient pas avoir la même vision des choses que ceux qui prennent la politique ici. Et puis, au départ, comme le disait Philippe Maury, le problème de fond, c'est que nous devons mieux cerner ceux qui ont fait ce pays. Et là, je disais, le mérite du professeur Rupivia, c'est de nous restituer un Paul Ndjidja Gondjo contemporain qu'on aurait envie d'aller saluer. Ce qu'on devrait faire, c'est que les familles, par exemple, les Jean-Hilaire Obama, devaient nous donner ces matériaux pour qu'on nous restitue un Jean-Hilaire Obama qu'on connaît très mieux. La famille Léon Mba est suffisamment connue parce qu'il est président de la République, et encore, et encore. Donc je voudrais dire que nous devons faire cet effort de mémoire, cet effort de référence pour que ceux qui ont fait son pays soient mieux connus. Maintenant, entre ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas les mêmes visions, nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Je me rappelle qu'une fois on m'a raconté une histoire que tout le monde connaît. Lorsque les jeunes Gabonais ont voulu qu'on reconnaisse la Chine, puis Léon Mba a piqué une colère et a pris 3 ministres, les a mis dans l'avion pour aller s'expliquer chez Focard. C'est vous dire, comme disait Philippe Maury, qu'on n'avait pas la maîtrise et du dessin et tout. Et le coup d'État, qui est très mal raconté à mon avis, de 64, mériterait d'être revisité parce que ce qui est dit, que ce soit d'Embéné, soit de Ndoye-Doutou, ce n'est pas la vérité. Donc, moi je voudrais qu'on revienne à ce devoir de mémoire. Et que s'il y a des parallèles à tirer, il faut bien le faire. Mais les références sont du côté de l'oralité et de l'écriture. Voilà. Non, je vous dis, la connaissance est référentielle. Ils ont des références, les deux. Moi, je ne les ai pas. Il y a une différence fondamentale j'ai lu, entre l'oralité et l'écriture. J'ai voulu savoir. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il faudrait qu'on nous donne encore un Jean-Hilaire Obama, qu'on nous donne encore un René-Paul Souzat, que nos historiens, parce qu'on est riche, bon, on ne va pas les réveiller, mais Rupivia et toute l'équipe qui est autour, nous restituent ces personnages-là à travers des écrits, à travers des témoignages, pour que nous les côtoyions au quotidien. Justement, et là nous avons donc la chance d'avoir 2 générations. Oui, allez-y, monsieur le ministre d'État. Que je soulage un peu le président Maïla. Lorsque nous arrivons en 1960, Souzat et Obama étaient des amis du même parti. Et lorsque Souzat a des démêlés avec Obama, je ne sais pas dans quel domaine, eh bien, Boucavel a été proposé à Obama et par Obama pour remplacer Souzat. Donc, dans le même parti. La lecture que j'ai du parcours politique de M. Obama, dont j'ai été le lieutenant, beaucoup de gens l'ont dit, et c'est la vérité, c'est la même que j'avais de Souzat, de qui j'ai entendu le premier discours de ma vie en 1948
chez Simote Michel, hein, Souzat. Et j'ai fait la prison avec Souzat ensemble. Et Souzat ne crée le POUP qu'en constatant le Parti de l'Unité nationale pour le Punga. Ah, d'accord. Oui, Le Punga, le Punga, D'accord, d'accord. oui, que son parti, hein, et ses amis Obama ne prenaient plus, parce que lui, il s'est situé beaucoup plus à gauche. Et c'est pour cela qu'en créant le Punga, il crée également un courant qui comprend bien, aussi bien les gens du Punga que de l'UDSG qu'on appelait le comité de salut public, auquel appartenait l'ancien maire de Port-Gentil, M. Amedi. Non. Avant Divungi, Makaga. Divungi, voyez-vous, c'est un arrangement très intelligent de Madame Pirobe. Et c'est la même Madame Pirobe qui était venue me voir pour me proposer de l'aider à recevoir à trois jeunes lycéens de Port-Gentil, les Divungi. C'est moi qui les ai envoyés. De même comme dans la rectification du texte. En Chile, Jean. Voilà, il était trois. Oui. Moi, je ne pouvais pas retenir le nom des élèves. Oui, il est vivant, il est à l'université. Monsieur le ministre, je voulais vous relancer, pour des mémoires, enfin, nous en profitons un peu, hein, là on parle de restitution de l'histoire. Dites-nous un peu clairement le contexte de création du BDG, quand on sait que d'une part, nous avons le PDA et le comité mixte Gabon de Lomba. Comment les antagonistes, pour arriver à cette vision différentielle idéologique, politique, dites-nous un peu ce qui s'est passé réellement. Je n'ai pas connu le PDA, j'ai connu le comité mixte gabonais. Le PDA de Ngonjou, mais je vous dis, je n'étais pas... Ça s'appelait le comité mixte FAN. Voilà, le comité mixte FAN. Léomba. Voyez-vous, c'est pour cela que mais je te remercie, Féfé. Oui. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas fabriquer l'histoire pour le faire plaisir à qui que ce soit. Allons-y, monsieur le ministre. Eh bien, il y avait le comité mixte FAN. Oui. Et lorsque Obama, qui avait une influence certaine, une aura certaine sur toutes les provinces du Gabon, personne ne peut le contester, laquelle influence a transpiré jusqu'à atteindre Gondou, parce que seuls les parlementaires en France pouvaient se permettre un tel rayonnement territorial. C'est lorsque on arrive à cette situation que Léon comprend qu'il devait se réviser un tout petit peu, ce qui le prépare à l'accession à la municipalité de Libreville, avec, comme disait Fifi, le concours des Blancs qui voulaient maintenant à contrôler quelqu'un comme Léomba. Je vous dirais quelque chose. L'arrivée de Delaunay et de Conan est motivée dans le cadre d'une mission qui leur est prescrite pour venir soutenir le moins mauvais des deux fangs. Parce que pour les Français, le fang n'a jamais été bon. Vous voyez clair? Voilà la mission de Delaunay et de Conan. Alors, monsieur le ministre, excusez-moi, j'en viens un peu à l'auteur, justement, parlant un peu de cette hégémonie de celui on n'est pas arrivé à ça parce que le livre est beaucoup plus évolué. Je parle de ces choses parce que c'est une nécessité. On avait d'un côté, parce qu'on parle des fangs du Nord, avec la zone que vous avez délimitée, et les fangs du Sud, c'est-à-dire ce qui était de connotation bruitiste, vous l'avez un peu défini. Oui, vraiment, je m'excuse, maître. Non. Je vous pose la question pour que vous nous en parliez un tout petit peu, parce qu'il y avait également, parce qu'on va en venir à l'aspect économique tout à l'heure, comme dernier parti, parce que nous sommes pris par le temps. Mais je voulais que vous veniez un peu à la suite du ministre d'État pour pouvoir nous en parler davantage un peu de cette situation. Bien. J'ai lu, comme tout le monde, qu'il y avait une ligne de démarcation dans la communauté Fang, qui n'était pas une ligne de division de la communauté. C'est tout simplement le fait qu'il y avait chez les Fang de l'estuaire et du Bas-Ogooué une plus grande implication dans l'activité forestière. Et vous allez comprendre pourquoi. Et au nord, dans l'Olonthème, c'était des planteurs, des cultivateurs. Voilà. Il y avait donc ces deux manières de regarder la communauté Fang, qui n'était pas en soi une ligne
démarcation qui n'était pas un clivage, une manière de les percevoir. Et que, ici, ceux du Moyen-Ogooué et ceux de l'estuaire, prolongement l'Ogooué maritime, étaient beaucoup plus mobilisés par le président Léonba, dont on disait qu'il était buitiste, tandis qu'il y avait une forte présence chrétienne dans le nord. Oui. Voilà l'autre différence de perception dans les communautés. Mais ce qui importe, ce n'est pas cela. Ce qui importe, c'est le fait que la création du BDG, puisque vous avez posé la question à M. le ministre d'État Iko, qui lui était d'un autre parti, mais son éclairage a été essentiel. La création du BDG, c'est en fait l'arrimage, n'est-ce pas, de deux fiefs forestiers dans la période qui va de 1940, donc de l'après-guerre, jusqu'à la loi cadre de fer et à ses prolongations. L'un des fiefs, c'était l'Ogooué maritime. Port-Gentil était déjà qualifié de capitale forestière. C'était le débouché de tous les chantiers qui étaient à la première zone. Libreville également. Lorsque l'on dit au Gabon que le Gabon a été une création dans son processus d'évolution politique du clan des forestiers, ce n'était pas seulement le clan des forestiers de Libreville, mais le clan des forestiers de Port-Gentil et de Libreville. Pour le réaliser, il a fallu que les forestiers arriment les deux leaders qui contrôlaient ces fiefs-là, c'est-à-dire à Port-Gentil, c'était Paul-Marie Indjadjengonjou, et à Libreville, c'était Léonba. Dans le projet qu'évoquait le ministre d'État Eko, qui est quelque chose d'important sur lequel il faut insister. Jean-Hilaire Obam, Paul-Marie Indjadjengonjou étaient deux hommes qui avaient été formés dans les mêmes conditions. C'étaient des intellectuels de leur époque, je dis bien des intellectuels, tout comme tous ceux dont nous connaissons les capacités, qui ont eu à construire cette époque, et c'est la raison pour laquelle nous insistons aujourd'hui pour que les historiens portent un regard sur leur œuvre. Les Jean-Marc Eko, les Paul Souzat, les Ngonjou, les Obam étaient des intellectuels formés dans ce que le système colonial avait introduit comme le niveau le plus élevé dans le système éducatif. Alors, pour revenir à Obam et Ngonjou, formés dans le même moule, ce sont des parlementaires français, et vous comprenez que dans la règle habituelle de diviser pour régner, eh bien, il fallait bien que ces deux-là ne se coalisent jamais. Il fallait qu'il y ait l'un ou l'autre, et c'est comme cela qu'ils ont réussi justement à faire en sorte que Obam et Ngonjou ne puissent jamais fonder un même parti. Mais qu'à cela ne tienne. Dans toutes les luttes politiques qui sont retracées, mais vous avez bien vu que la fibre parlementaire qui les caractérisait tous les deux les a amenés à s'unir, à se rapprocher. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été les deux rédacteurs de la première constitution, celle du 19 février 1959. Cette constitution est de type parlementaire parce que ces deux leaders avaient été formés dans l'éthique de la 4e République française, qui était un régime parlementaire et un régime démocratique. Il reste à préciser les conditions de naissance du BDG. Eh bien, effectivement, le BDG résulte de la coalition entre les deux clans forestiers, les deux fiefs forestiers, l'un avec Paul-Marie Indjadjengonjou, rompu aux arcanes de la politique française depuis des années. C'est un politicien chevronné qui avait un embryon de parti politique parmi les premiers, puisque en 1944, il y a eu le Parti démocratique africain, avec une section gabonaise qui était plus localisée à Port-Gentil. Donc, il y a déjà cet embryon d'organisation politique, et le comité FAN de Léonba, mixte FAN de Léonba, qui vont donner maintenant le BDG en 1953. Mais si on attribue à Paul-Marie Indjadjengonjou le fait de la fondation du BDG, c'est bien parce que Léonba n'est de retour qu'en 1945, après son exil en Bangui-Chari. Entre-temps,
Paul-Marie Djendje Ngonju a une expérience à la fois politique en direction de la France, mais également sur place au Gabon avec cet embryon du Parti démocratique gabonais. Et donc, au moment où le ralliement arrive, se produit, c'est Ngonju qui a une longueur d'avance dans l'organisation politique. Et c'est pourquoi il lance un manifeste justement, en novembre 1953, justement, qui va conduire à la création véritable du BDG. C'est la raison pour laquelle on lui attribue la création de justement, ce un parti manifeste politique. vraiment vibrant, je l'ai lu de votre plume. Alors, en 1944, le droit syndical, déjà, vous l'avez dit, appliqué dès 1932 en Afrique du Nord, en 1937 en Afrique occidentale française, est étendu, comme vous l'avez écrit, en Afrique équatoriale française. Au Gabon, l'évolution donc du mouvement ouvrier est antérieure à part cela, car l'idée d'une association professionnelle à vocation syndicale est apparue depuis 1910, et ça vous le relevez en prenant des citations, avec la création donc de l'association professionnelle des fonctionnaires sous l'instigation des colons et animée plus tard par Jean Vincent, Pierre Farah et Diouf. Port-Gentil, centre économique et partenaire naissant, entre dans l'ère de l'industrialisation et des luttes ouvrières avec. Et c'est dans ce cadre que l'on situe, professeur Ropivia, l'engagement poétique de Paul-Marie et Djendje Ngonju. Peut-être revenir un peu aux hommes politiques. Je voulais situer un peu parce que je vous ai dit qu'on arrivait maintenant à la phase vraiment syndicale, politique. Donc, et c'est là où on trouve Paul-Marie et Djendje Ngonju engagés. Et ce qui est contraire aujourd'hui, parce que le fief qui devait être le sien, c'est soit l'estuaire, donc Libreville, ou le moyen de Gouemela, la situation économique. Mais ça s'explique. Voilà. À Port-Gentil, quand vous parlez de mouvement ouvrier et tout, il y avait une situation que les gens ne soulignent pas souvent. Il y avait une espèce de ségrégationniste. À Port-Gentil, il y a des quartiers où les Noirs ne mettaient pas les pieds. Et l'homme gabonais revendiquait d'être considéré. Le café du Warf, où tout se passait, c'est parce que c'était le fief où les Blancs ne voulaient pas que les Noirs viennent et tout. Et Paul Djendje Ngonju, qu'on appelait la main noire, qui était déjà là-bas, pousser des instigations pour que les Gabonais à Port-Gentil commencent déjà à revendiquer certaines choses et tout. Donc, ce syndicalisme était teinté un peu de la revendication, de plus de considération pour l'homme noir, pour l'homme gabonais, et qu'il ne devait pas franchir certaines lignes à Port-Gentil. René-Paul Souzat, que je n'ai pas très bien connu, en parlait également. Je pense qu'il y a là un mélange de mots d'ordre qui venaient de Paris. M. Ngonju ne le faisait pas ouvertement. Mais il avait créé la section, mais il a créé la section déjà à Port-Gentil vers 1936, d'après ce que nous dit... justement. Voilà, 1936. Est-ce qu'il fallait partir par le mouvement syndical pour entrer dans la république? Voilà, en prenant la précaution de dire, manifestez tout, mais ne faites pas couler le sang. Allez-y doucement. C'est les informations qui venaient de Paris. Et moi, je l'ai appris par ceux qui l'ont vécu et tout. Et je crois qu'il y avait cette revendication d'être prise en compte, d'être des cadres plus considérés par les Blancs et tout à l'époque. Et ça va arriver donc à ce que vous dites, parce que Néomba, très malin, comme il dit, a refusé d'être indépendant. Mais c'était pour mieux se faire voir par ceux-là qui allaient donner le pouvoir. Parce que vous lirez ce qu'a écrit Focard, ce qu'a tout le monde, c'est que Léon dit l'indépendance, j'en veux pas. Quand on parle des mouvements d'émancipation et tout, moi je voudrais que M. Focard revisite un peu les archives du Gabon pour qu'on en parle aussi, comme on dit de tous les pays,